Bonjour Jean-Michel Boyot. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter votre parcours professionnel, s'il vous plaît? Alors, mon parcours professionnel est assez simple. J'ai été banquier, j'ai financé des projets, des acteurs, des territoires pendant plus de 35 ans, au départ à la Caisse des dépôts. Une longue période au Crédit Mutuel Arkea, où j'ai été dirigeant d'Arkea Banque. Et j'ai été également directeur général d'Action Logement Service, qui est un établissement de financement qui finance à la fois les salariés qui vont acquérir leur logement, mais également les bailleurs sociaux et un certain nombre de projets très importants dans les territoires. Avez-vous vu venir la crise qui traverse le secteur immobilier actuellement? Ce serait facile de dire oui, ex post. Pour moi, la crise, elle vient d'un élément déclencheur, c'est la subite montée des taux qu'il y a eu au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les taux qui étaient quasi à zéro, voire négatifs, se sont retrouvés à des niveaux de fait très supérieurs. Et ça a bloqué, ça a généré manque de confiance des différents investisseurs. La volatilité correspondante a également amené à de la retenue. Et en parallèle, le prix de l'immobilier s'est révélé par cette hausse des taux assez insupportable, aussi bien pour les acquéreurs, personnes physiques, que pour les investisseurs, personnes morales. À votre avis, pourquoi ça s'est enrayé? Pourquoi la machine ne fonctionne plus? Je pense qu'on a un vrai... alors, dans l'immobilier, il y a plusieurs marchés. On va pas tous les traiter peut-être aujourd'hui, mais on a le marché de l'entreprise et des bureaux, d'un côté, qui, lui, voit sa demande baisser. L'effet Covid, télétravail, le fait que les entreprises réfléchissent à leurs besoins et finalement les limites, fait qu'aujourd'hui on a des millions de mètres carrés vides et que le réflexe des entreprises, c'est de développer la flexibilité, les bureaux partagés, les bureaux flexibles, et donc le besoin des entreprises baisse. Donc on a une offre qui est aujourd'hui supérieure à la demande, donc on a un véritable problème sur les bureaux. Par ailleurs, les salariés, les jeunes salariés ont une exigence qui se comprend bien, d'avoir une qualité au travail au niveau des bureaux, de leur espace de vie au travail, et certains bureaux sont complètement disqualifiés. Ce qui fait qu'on a des bureaux vides, mais qui sont aussi obsolètes, et d'ailleurs c'est un gisement pour les transformer en logement. Le marché du logement, le prix du logement est trop élevé aujourd'hui face aux revenus des Français. Et quand on regarde sur longue période, autant le loyer est à peu près corrélé au salaire des personnes, autant le prix, lui, a explosé par rapport au salaire. Et donc, aujourd'hui, le financement ne passe plus au niveau des ménages. Alors, ça s'explique un peu par la hausse des taux, mais essentiellement par le prix de l'immobilier. Et dans ce prix de l'immobilier, je crois qu'on a un véritable sujet sur le prix du foncier. Fabriquer un logement en deuxième couronne de la région parisienne ou fabriquer un logement à toute proximité de Paris, la construction même du logement revient au même prix. Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est le prix du foncier. Et donc aujourd'hui, les Français ne peuvent plus se payer des logements neufs à 8 000, 9 000, 10 000 euros. Donc il faut qu'on mène collectivement, ensemble, un travail sur la valeur du foncier. Il y a des montages financiers qui se développent, comme les BRS, par exemple, qui sont extrêmement intéressants. Et je pense qu'il faudrait même les étendre au-delà de l'approche sociale, mais aussi regarder en matière d'intermédiaire, parce que il y a toute une partie de la population qui est dans des revenus médians et qui n'arrive pas à accéder à la propriété. Et la conséquence de tout ça, c'est qu'on a un parcours résidentiel qui est en panne, et donc des personnes qui restent locataires et qui n'arrivent plus à accéder à la propriété. Et est-ce qu'il reste des mécanismes qui fonctionnent encore aujourd'hui? Alors, globalement, dans le marché de l'immobilier,
En fait, il y a des marchés. Il n'y a pas un marché de l'immobilier. Chaque ville a ses caractéristiques, et même au sein des villes, chaque quartier répond à des équations différentes. Ce qu'on observe, c'est que en deuxième couronne, en périphérie assez large des métropoles, le marché continue à fonctionner. Quand on est à 4 000 euros du mètre carré, 4 500 euros du mètre carré, on arrive à accéder à la propriété et donc et par conséquent, on arrive évidemment à emprunter et à être suivi par les banques. Ce qui n'est pas le cas dans des zones plus centrales où il y a une véritable tension. À côté de ça, il y a des modalités d'immobilier qui fonctionnent. Le logement social fonctionne, mais également ce qu'on peut appeler le logement spécifique pour les étudiants, pour les jeunes actifs. Dès lors qu'on est dans un schéma médico-social non lucratif, on a des opérations qui arrivent à se financer, qu'elles touchent à la fois les personnes âgées, les personnes handicapées, mais également des publics fragiles. Je pense aux femmes victimes de violences, tout ce qui touche au logement d'urgence, où là, on arrive quand même à sortir des opérations. C'est jamais évident, c'est toujours des équations complexes, mais je pense aussi à des mécanismes d'immobilier partagé, que ça soit du logement partagé, certains appellent ça du co-living, moi j'appelle ça l'habitat partagé, ou du coworking, c'est le bureau partagé. Où là, qu'est-ce qui fait que ça marche? C'est l'intensité d'usage. Et je pense que on a un sujet devant nous qui est comment on optimise le mètre carré qu'on produit, qui coûte cher en carbone, qui coûte cher en euros, et qui est finalement peu utilisé. D'ailleurs, combien d'heures chacun d'entre nous on utilise son salon sur un an? Et ce qui est très intéressant dans ces schémas partagés, c'est qu'en fait, on augmente l'intensité d'usage. On l'augmente aussi en ayant une réflexion sur des bureaux, que ce soit des bureaux du privé ou de collectivité, le week-end. Est-ce qu'on peut pas les utiliser? Le parking. Est-ce que le parking qui est utilisé par les entreprises en jour sur la partie journalière, est-ce que les nuitées, on peut pas les utiliser et les louer à d'autres entités, des hôtels par exemple qui sont à proximité, ou des logements où les personnes ont besoin. Voilà. Donc, je pense qu'on a un vrai travail de demain au titre de l'immobilier qui a été engagé pour partie, mais qui est un élément extrêmement intéressant parce que on a une réconciliation entre la démarche ESG qui se veut vertueuse et la finance qui a besoin de s'équilibrer. C'est-à-dire quand on emprunte à 4, on peut pas placer à 2. Donc quand on emprunte à 4, il faut placer à 4 plus quelque chose pour que l'économie se finance. Et la réflexion autour de l'intensité d'usage, pour moi, est une réflexion d'avenir et qui est une réflexion qui n'oppose pas la finance et la démarche vertueuse dite RSE ou ESG. Vous expliquez du coup qu'en finance, en ce moment, il y a une défiance qui se fait entre les acteurs, notamment entre les bailleurs sociaux et les promoteurs. Oui, alors là, effectivement, il y a une problématique, c'est que le marché de l'immobilier souffre. Et donc, il y a des promoteurs qui se retrouvent en situation complexe, voire en faillite. Et les bailleurs et les promoteurs sont des partenariats forts, puisque aujourd'hui, la production de logement social est issue majoritairement grâce à la production des promoteurs. Dans certaines régions, on dépasse allègrement les 50 voire 60% de logements sociaux achetés par les bailleurs aux promoteurs. Alors, avant la crise, on mettait beaucoup d'énergie à étudier l'opération. Est-ce que l'opération, moi bailleur, est-ce que l'opération que me propose mon partenaire promoteur répond à une demande des élus, à une demande de la population? Est-ce qu'il y a on me propose de faire des logements étudiants, mais est-ce qu'il y a des écoles? Est-ce qu'il y a des étudiants? Est-ce que l'offre de logement est faible et donc le produit qu'on me propose correspond et je vais pouvoir remplir et louer mes chambres d'étudiants? Est-ce que mon opération de personnes en faveur des personnes âgées correspond à une problématique de la collectivité? Est-ce que
c'est une belle opération d'un point de vue architectural. Est-ce que le prix de sortie est compatible avec mes moyens de financement et ma trésorerie et les fonds propres que je suis capable d'investir? Donc toute une réflexion qui est fouillée, qui est construite autour de l'opération. La problématique, c'est si l'opérateur rencontre des difficultés, l'opération, on la verra jamais terminée. Même s'il y a une GFA, elle finira par se terminer parce que la banque ou l'assureur se substitueront au promoteur pour la finaliser, mais on est parti pour plusieurs années. On est parti pour un certain nombre d'interventions juridiques avec ses avocats pour saisir les différentes juridictions et faire valoir ses droits pour finir l'opération. Mon propos là-dessus est de dire, d'abord, c'est une minorité de promoteurs qui rencontrent des difficultés. Il ne faut pas jeter l'opprobre sur l'intégralité de la profession. Certains rencontrent des difficultés et d'autres traversent la crise avec une certaine pénibilité, mais sans difficulté financière au niveau dont je vous parle. Pour autant, comment choisir ? Il faut aujourd'hui, on ne peut plus aujourd'hui choisir une opération sans analyser l'opérateur. Et là, il y a deux cas de figure. Soit on a en interne les moyens d'analyser financièrement le promoteur, ce qui n'est pas évident. Soit il faut absolument faire appel à des tiers externes. Donc il y a des cabinets conseils qui font ça. Il y a même des agences de notation qui ont des algorithmes qui sont validés, qui sont contrôlés et qui apportent ce soutien. Et un certain nombre de bailleurs ont déjà cet accompagnement-là pour éviter de démarrer une opération avec un promoteur qui donnerait des signes de faiblesse. Et ça, c'est important pour limiter les problèmes de demain, mais c'est aussi important parce que moi, je constate qu'il y a des rumeurs. Je constate qu'il y a des listes qui circulent et qui sont pas du tout fondées. Et donc, certains promoteurs se retrouvent empêchés de travailler avec tel ou tel bailleur, alors qu'ils présentent aucun signe de faiblesse, mais parce qu'ils font l'objet de rumeurs plus ou moins fondées. Voilà. Donc, revenons à des faits objectifs. Il y a les moyens d'avoir des analyses financières claires sur ces acteurs-là. Il y a des professionnels qui sont capables de livrer ce service-là. Et moi, mon propos, c'est de dire on ne peut plus aujourd'hui se permettre, tant qu'on est dans cette crise qui est quand même très dure pour le marché de l'immobilier, de signer 10 millions, 15 millions, 20 millions sans être certain de la contrepartie qu'on a en face. Pensez-vous que la conjoncture politico-économique actuelle peut inverser cette tendance ? Je pense qu'on est sur du temps long, pour plusieurs raisons. D'abord, 2026, année d'élections municipales. Si vous observez ce qui se passe sur le marché de l'immobilier sur une longue période, vous observerez que chaque fois qu'il y a une année municipale, on a un creux dans la production. À cause des PLU et tout ça ? Pas à cause des PLU, à cause du fait que beaucoup de maires considèrent qu'un maire bâtisseur est un maire battu. Observez, sortez des courbes, vous verrez, chaque 6 ans, vous avez une chute significative de la production. 2027, on a une année de élection présidentielle. Donc, ces phases sont génératrices d'incertitudes. Et l'économie et le bâtiment, l'immobilier fonctionnent à la confiance et à la stabilité. Donc, plus il y a de stabilité, déjà, plus on va avoir de la confiance. Et plus on a de la confiance, plus on va avoir des investisseurs au rendez-vous. Deuxièmement, le travail sur la baisse des prix de l'immobilier et du foncier en particulier n'est pas fini. Il faut qu'on continue à travailler ces sujets-là parce que les Français n'auront pas une augmentation de leurs revenus de 30 ou 40% d'ici 1 an ou 2 ans ou 3 ans. Donc aujourd'hui, le prix de l'immobilier est trop cher. Un certain nombre de promoteurs, et moi j'aime bien la phrase « de toi, le ciel ne t'aidera pas ». Un certain nombre de promoteurs ont revisité leur processus constructif et ont significativement baissé leur coût de revient et le coût de production pour répondre à cette demande intermédiaire d'accès à la propriété
qui est le salaire médian du Français ou du ménage français. Donc, moi, je crois qu'on a besoin de stabilité sur la fiscalité. On a besoin de mesures de soutien, mais surtout de simplification des process. On a besoin d'avoir des PLU, une fois qu'ils ont été votés et décidés par les élus locaux, et je respecte beaucoup les élus locaux, qui soient applicables. Et ensuite, on a aussi besoin, et ça, je sais que Valérie Létard y travaille, on espère bien avoir des éléments probants là-dessus, avoir une capacité facilité de transformer les bureaux dont on sait qu'on n'aura pas d'avenir dans le bureau, en logement. Dans ce schéma de reconstruire la ville sur la ville, il y a un certain nombre d'opportunités. Il faut simplifier les processus et les rendre plus faciles, plus rapides. Et là-dessus, on a plus besoin de retravailler le réglementaire que de travailler des lois. Donc je reste optimiste.